Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Playoff. Et oui, c'est la deuxième semaine de nos bold predictions, les prédictions audacieuses de 2025. Flav est pas là, donc c'est annonçateur de bonnes nouvelles. Pas d'équipe qui ne servent à rien. Salut Cory. Donc, on ne va pas parler des Browns aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a une sorte de Dream Team. On a enlevé l'élément perturbateur Flav qui nous envoie que des bêtises tout le temps. Allez, salut Flav. Et pour parler de tout ça, on va utiliser la meilleure équipe, le meilleur line-up. J'ai nommé le numéro 1 des receveurs, fan numéro 1 de Jerry Rice. C'est Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Avant de commencer Yaya, je pense qu'après cette diatribe, tu peux préparer ton passage à la compta. C'est dommage, on t'aimait bien, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Plus sérieusement, comme tu le disais, deuxième partie de nos prédictions audacieuses et vous verrez, je veux rien vous spoiler, mais il y en a certaines qui n'ont pas volé leur nom de prédiction audacieuse. On va discuter de tout ça en petit comité ce soir entre passionnés à la fraîche. Qui dit wide receiver dit forcément son alter ego en plus grand, en plus costaud. C'est le tight end. J'ai nommé Vince. Salut Vince, comment ça va ? Salut Yaya, salut Seb, salut à toutes et à tous. Ça va très très bien. Ravi de partager encore ce podcast avec vous, de pouvoir échanger sur le football américain. Et je tiens à m'excuser auprès des auditeurs, bien sûr. Flav n'est pas là. On sait ce que c'est que de subir Yaya. Nous le subissons pendant une heure là, mais vous, c'est à l'écouter, c'est dur. On comprend. Après sa diatribe initiale, je pense que vous n'aurez plus à le supporter très longtemps, effectivement. Oui, alors écoutez, j'ai rien dit sur le grand chef, donc le sous-chef, il n'a pas son mot à dire. Donc voilà, moi je vois directement avec. Excuse-moi Seb, mais le plus grand receveur français, le plus grand prospect de toute l'histoire, j'ai nommé Charles Todin. Donc voilà. Alors bon, vos petites piques, vous les gardez pour vous. Allez, L'homme qui aurait pu changer la face du football s'il ne s'était pas fait les croisés, toi-même tu sais. Voilà. Et ben tu sais quoi ? Il a arrêté avant même les croisés. C'est la marque des grands. C'est la marque des grands, voilà. Partir au sommet. Voilà, une réception, une target, une réception, et voilà, c'est fini. Voilà. 1m83, 71 kilos, et voilà. Il avait tout, il avait le profil, mais enfin bon. Allez, on enchaîne. Donc, deuxième partie, mais avant ça, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler des copains. Le podcast sur la Major League Baseball qui bat son plein. On arrive bientôt à la mi-saison. C'est maintenant que tout se joue. C'est nos copains de First Pitch. Tous les lundis, vous avez un épisode qui sort. N'hésitez pas à aller les écouter. Également... le baseball qui reste le seul sport des quatre en cours actuellement. C'est la période faste du baseball. Là, exactement, c'est un sport d'été, tout à fait. Également, toute l'équipe de N1 dont je fais partie, dont je présente la NBA, également la WNBA avec Elliot, Chris et Tom. Donc le championnat qui a lui aussi en cours, la WNBA. Donc allez jeter une oreille, c'est toujours top. Warm-up, les week-ends avant les Grands Prix. N'hésitez pas à les suivre. Et également, tous les lundis, des lives sur l'ELF, puisque les podcasts sur la D1 Elite sont finis, puisque c'est les Black Panthers de Thonon qui ont remporté le titre ce week-end même. Messieurs, on va tout de suite revenir donc sur cette deuxième partie de podcast. C'est donc les bold predictions, et la première que ESPN avait sortie. On s'accroche, on s'assoit, ça va bien se passer, on accroche sa ceinture. Caleb Williams va lancer 4500 yards et 35 touchdowns. Vous les gars, voyez-vous, que pensez-vous de cette prévision ? On va commencer par Vince. Allez, je te vois sourire. Je souris parce que c'est... Ça porte bien son nom, prédiction osée, nous sommes d'accord. Caleb Williams, on va recentrer un peu. Rookie l'année dernière, premier choix de draft. Il fait une saison que certains qualifieront peut-être de décevante.
Moi, je vois surtout qu'il fait une saison, qu'il arrive dans un environnement chez les Bears où ils sont complètement en reconstruction. Il lance quand même il fait ses 17 matchs. Déjà, c'est important à le noter. Il fait ses 17 matchs et ses 17 matchs sont en tant que titulaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Il a réussi à faire l'ensemble de ses matchs sans grosse blessure la première saison. Ensuite, sur ces 17 matchs, il fait quand même 3541 yards à la passe et sur 562 tentatives, donc pour 62,5% de complétion de moyenne. Ce n'est pas une mauvaise saison statistiquement parlant. C'est une saison rookie, une saison dans une équipe complètement en reconstruction. Ce qui a marqué, c'est surtout, et moi particulièrement, je l'ai beaucoup rappelé tout au long de l'année dernière, ce sont ces déclarations d'avant-saison où il avait dit que son punter aurait pas beaucoup à punter, son kicker non plus, parce qu'il avançait toujours avec la balle et qu'ils allaient grosso modo se faire chier. C'était ses paroles du début de saison. On a vu que malheureusement pour lui, ça s'est pas trop traduit au fur et à mesure de la saison. Il fallait s'y attendre aussi, forcément. Maintenant, de là à l'imaginer atteindre les 4500 yards et les 35 touchdowns, c'est énorme. On est à donc 2,05 de moyenne, je crois, par match. Ça commence à être beaucoup. Alors, dans les prédictions, on ne dit pas si c'est que des touchdowns à la passe ou pas, mais j'ai l'impression, puisqu'on parle des yards aussi. Donc, je pense que si c'est que à la passe, je ne vois pas cette prédiction se réaliser, clairement pas. Maintenant, il faut donner du crédit à cette équipe, à cette reconstruction. Tout dépendra beaucoup de la ligne et de la confiance qu'il va avoir envers cette ligne. Et ça va débuter non pas au début de la saison, mais dès la pré-saison et les camps d'entraînement. C'est là qu'il va commencer à prendre confiance en sa ligne. Seb, toi? Alors, je vais pencher en partie vers l'avis de Vince, c'est-à-dire que la marche vers les 4500 yards pardon, me paraît pour le moment très très haute. Tu l'as rappelé, statistiquement, sa saison, elle n'est pas mauvaise. Plus de 3500 yards lancés, 20 touchdowns sur ses passes. Ce qui pourrait jouer en sa faveur, déjà, c'est une arrivée à Chicago, c'est celle de Ben Johnson, qui était offensive coordinator des Lions. Et ils ont aussi eu une belle draft sur des skill players, notamment le Titan Colston Loveland et le wide receiver Luther Burden III. Est-ce que ça suffira pour passer cette fameuse barre des 4 milliards? Alors là aussi, il y a quand même un bémol à ajouter à tout cela, c'est que pour cela, Caleb Williams, il va falloir qu'il discipline énormément son jeu, c'est-à-dire qu'il cesse de vouloir faire le jeu à tout prix, qui est l'un des écueils des rookie quarterbacks, et en particulier des quarterbacks double threat comme lui. Et on l'a vu également, alors c'est c'est le corollaire de ce que j'ai dit, de cette volonté de faire le jeu à tout prix. On l'a beaucoup être obligé de courir pour sa vie la saison dernière. Alors certes, en raison de la protection, mais aussi parce que, en voulant comme cela étirer le jeu à tout prix, il a énormément de vista, il est très mobile, mais il se met dans des situations très compliquées pour lui par la suite. Donc, il y a quand même un sacré travail à faire. Est-ce que Caleb Williams, il est encore à l'état de diamant brut? En tout cas, c'est un joueur à dégrossir, à débourrer, hein, pour utiliser un terme d'équitation. La voie vers les 4500 yards, là, il y a une marche que moi, je ne gravirai pas tout de suite. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Moi, il y a une chose, c'est que il va falloir déjà apprendre le cahier de jeu de Ben Johnson. Est-ce qu'il va avoir cette faculté? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que Ben Johnson va s'appuyer d'abord sur un jeu au sol? Autre question. Et enfin, oui, il a des cibles. Tu en as parlé. Il y a aussi DJ Moore, il y a Odunze. Ça va permettre d'avoir des armes. Il ne faut pas oublier que c'est l'année 1 du projet Ben Johnson. Est-ce que sur une année 1, on va pouvoir
voir un feu d'artifice comme ça dès la première saison du projet. Moi, c'est là-dessus par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec vous en disant que la marge des 4500 yards et 35 touchdowns est assez haute. Déjà, Seb l'a dit, déjà atteindre les 4 milliards, c'est déjà quelque chose qui c'est pas un exploit, mais on va dire que c'est une performance reconnue et reconnaissable dans la NFL. C'est une barre mythique à franchir pour tout QB qui veut vraiment progresser, se faire un nom dans la ligue. Donc 4500, c'est quand même encore plus, c'est vraiment plus, c'est aller chercher au-dessus. Tu l'as dit, c'est une année 1 pour son offensive coordinator. C'est aussi une année 2 pour lui. On sait très bien que les années 2 chez les QB, on n'arrête pas de le répéter dans ce podcast, et Seb est très bien placé pour le savoir. La première année, on découvre les QB. La deuxième année, on sait comment ils jouent. Et donc, les défenses s'adaptent. On sait comment il joue, on sait qu'il a des jambes, on sait qu'il court, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Donc forcément, les entraîneurs ont passé toute une intersaison à jouer, à préparer ces matchs-là. Et donc forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, je pense. Maintenant, il a son année d'expérience aussi qui plaît dans sa faveur. Il ne faut vraiment pas l'oublier parce que tout le monde parle de Jayden Daniels qui a fait une superbe saison, mais Jayden Daniels, il est qu'à 50 yards au-dessus de lui dans la saison. Il a 5 TD de plus parce qu'il finit à 3568 yards et 5,2 TD. La grosse différence entre les deux, c'est les complétions, 69% pour Jayden Daniels et seulement, c'était très bien, 62,5 pour Caleb Williams. Et les victoires, Et les victoires. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une autre. Voilà, oui, mais c'est le résultat final sur la saison. Oui, mais il n'y a pas que. Oui, mais vous savez très bien que les victoires, ça sert à rien. Surtout quand on est double MVP du Super Bowl, ça ne sert à rien. Mais bon, bref. Ah, le premier tunnel, tiens, il est là. Tu vois, ça faisait longtemps. 12 minutes et 14 secondes avant que Yaya nous fasse une diatribe pro-Giants. Alors, j'ai très très peur avec un des sujets qui va arriver. On va avoir léger spoiler, on va avoir un ex-Giants tight end. Moi, je m'attends à un double tunnel. Je pose le casque à ce moment-là, les gars. Je vous laisse faire. Non, mais voilà, il y a quand même. Revenons au sujet. Il y a quand même le nombre de victoires au final. Alors peut-être qu'on peut dire qu'en termes de protection, Jayden Daniels était mieux entouré que Caleb Williams ne l'a été, mais là aussi on a des quarterbacks double threat. La différence est que l'un des deux a su se montrer au fur et à mesure de la saison, a su se montrer beaucoup plus discipliné dans son jeu. Caleb Williams en revanche à sa décharge. Il y a eu quelques matchs justement, notamment en fin de saison, où le coordinateur offensif a fait en sorte qu'il n'ait pas à forcer le jeu, lui a proposé des tracés plus courts, des lancers plus rapides, et ça s'est beaucoup mieux passé. Après, il ne faut pas oublier que ce soit à la passe ou au sol, l'équipe, elle part de loin. En passe, ils étaient en attaque, c'était la 31e attaque par la passe en termes de yards, et la 25e attaque au sol en termes de course. Donc, on va dire que la marge de progression est importante. Ok, allez, on est à peu près tous d'accord sur cette première bold prediction. On va enchaîner. Je m'étais lancé dans une tentative d'enchaînement, mais tel un quarterback, j'ai été saqué. Voilà. Donc, Daniel Jones va être le Comeback Player of the Year 2025. Vous, les gars, est-ce que vous voyez ça arriver ? J'ai commencé par Vince tout à l'heure, donc Seb, à toi, puisque tu aimes les anciens quarterbacks des Giants. Bien sûr, j'adore les anciens quarterbacks des Giants, j'aime les actuels quarterbacks des Giants, j'aime les Giants. Moi, j'aime le football, de toute façon, je n'ai de haine pour personne. Alors oui, Daniel Jones, donc on sait le chemin de croix qu'il a un petit peu connu aux Giants, en particulier lors de ces 2 dernières saisons. D'ailleurs, lors de la dernière, elle est un peu tronquée, puisqu'il est tradé aux Vikings et il va être le backup de Sam Darnold. Moi, je pense que déjà, c'est un premier changement d'air qui lui aura fait du bien. Et en plus, il s'est retrouvé backup de Sam Darnold, qui est aussi quelqu'un qui, pendant une grande partie de sa carrière, a été largement vilipendé par les fans et les critiques avant de connaître un retour en grâce la saison dernière à Miami. L'expérience à Minnesota est finie. Il se retrouve à Indianapolis et là, moi je trouve qu'il se retrouve dans de chouettes conditions. D'abord parce que
il a vraiment une chance, il a une vraie chance de participer à la compétition pour le poste de quarterback titulaire. Ce poste, il n'est pas promis à Anthony Richardson, qui a été largement décevant au cours des 2 dernières saisons, qui a été souvent blessé. Donc, il est vraiment officiellement en compétition pour le poste de titulaire. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, moi je pense que Daniel Jones, titulaire à Indianapolis, eh ben, c'est pas une hypothèse si fantaisiste que ça. On pourrait très bien la voir arriver. Derrière cela, s'il arrive à prouver qu'il a l'étoffe d'un starter quarterback en NFL, et attention, je dis bien d'un quarterback starter, ce qui est déjà beaucoup. Je ne vous parle pas de franchise quarterback, je ne vous parle pas de Hall of Famer, je ne vous parle pas de quelque chose comme ça. Mais s'il arrive à performer et à faire performer un petit peu son équipe, qui n'était pas si loin que ça des playoffs pendant toute une partie de la saison en 2024, eh ben oui, ce serait parfaitement envisageable. C'est vrai qu'il ne revient pas d'une blessure. Il y a toujours ce débat sur le Comeback Player of the Year. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient d'une blessure? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient d'une passe difficile, etc. Mais il y a une chouette histoire à raconter. Je pense que c'est ce qui compte au final dans le titre de Comeback Player of the Year. C'est l'histoire que tu racontes. Donc effectivement, le starter à New York, qui a un poste très exposé, qui a vécu un vrai chemin de croix, qui disparaît un peu sous les radars et qui revient un peu par la petite porte, et pas avec tambours et trompettes, mais qui revient à Indianapolis et qui produit, qui livre la marchandise, moi je pense que ça se défend. Ouais, 100% d'accord avec Seb, il a complètement raison, c'est-à-dire que là l'histoire est belle, l'histoire est vraiment belle. Faut pas oublier donc l'année dernière, Seb l'a bien dit, il se fait drafter chez les Vikings, on se souvient juste de pourquoi New York est dans la galère, les Vikings cherchent un backup pour les playoffs au cas où. Alors c'est pas un trade, je crois, hein, il s'est fait couper par Oui, il par s'est New York. coupé. Il s'est fait couper pour se faire recruter après par les Vikings. La saison d'avant, déjà, il avait fait une toute petite saison avec seulement 6 matchs joués. Donc, en fait, c'est un comeback player of the year, mais sur les 2 années passées. Et c'est là où c'est aussi intéressant à voir. C'est-à-dire que les 2 dernières années ont été galères. Juste après la signature de son hyper gros contrat, où il avait fait une saison très très louable, hein, il faut le dire. Sa saison 2022, il finit avec 3200 yards à la passe et seulement 1,1% de passes interceptées. 1,1% de passes interceptées en 2022, c'est le leader de la NFL. C'est-à-dire que c'est celui qui en a le moins. Il faut savoir aussi que à son défaut, et c'est peut-être ça aussi qui va peser aussi pour lui un peu difficile, c'est que ce n'est pas un joueur ultra spectaculaire qui va chercher de très très grands gains. C'est un joueur qui va chercher plutôt des petits gains, des petites possessions et qui marque très peu de TD à la passe, mine de rien, parce que en moyenne sur une saison, depuis le début de sa carrière, il est seulement, entre guillemets seulement, à 17 TD dans la saison, soit 1 par match. Ce n'est pas non plus énorme. Après, même quand il fait des grandes enjambées et des grandes chevauchées, il arrive à se prendre les pieds dans le tapis et à tomber tout seul. Donc voilà, c'est pour rappeler sa petite mésaventure malheureuse. C'est moche, Maintenant, il est vrai que c'est moche, mais oui, mais parce qu'on l'aime bien, c'est pour ça. Maintenant, il est vrai, on avait fait un podcast spécial. D'ailleurs, je vous invite à le réécouter sur les QB titulaires, les franchises qui cherchent des QB. Daniel Jones a parfaitement son mot à dire là-dedans. La pré-saison et les camps d'avant-saison vont beaucoup jouer là-dessus, mais il aura son mot à dire. Et si toutes les étoiles sont alignées, ça sera potentiellement un très bon candidat. Vous avez dit beaucoup de vérité. Moi, forcément, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi, que j'ai beaucoup défendu contre vents et marées, pour une raison très simple déjà, c'est que dans toute sa carrière aux Giants, il n'a jamais eu de ligne. C'est-à-dire qu'il a été jeté en pâture. C'est-à-dire qu'il est arrivé tout jeune, pas formé, on l'a mis derrière le centre très vite, et derrière, on l'a jeté en pâture sans ligne. Les seuls moments où... la seule saison qu'il a réussi, il y avait 2 facteurs. C'était Andrew Thomas, le left tackle, qui était là toute la saison, qui ne s'est pas blessé. C'est la seule saison qu'il a fait entièrement. Et
deuxième facteur, c'est quand Saquon Barkley est resté aussi en santé toute la saison. Et là, justement, il y a tous ces facteurs du côté d'Indianapolis. Il y a une ligne avec peut-être un des meilleurs linemen offensifs, c'est Quentin Nelson. Il vieillit, mais ça commence à être un vétéran qui a beaucoup d'expérience et qui peut protéger un quarterback. Et puis, il a Jonathan Taylor, le running back, qui va lui pouvoir soulager Daniel Jones. Mais c'est pour ça que moi, je pense que oui, effectivement, il va avoir le poste de titulaire. Il n'y a pas de... Je pense que à plus ou moins échéance. Pourquoi ? Parce que même si le projet Richardson, il est là, au bout de 3 jeux, il va voir un mur, Richardson, et il va foncer dedans, il va faire une commotion. Donc comme il a fait tout au long de sa carrière. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, il y a une chose sur laquelle je voulais vous amener, c'est qu'effectivement, oui, Daniel Jones pourra faire une très bonne saison et sera dans la discussion, mais il y a d'autres joueurs. Ah oui. Et en fait, parce que il y a d'autres joueurs, et moi, j'en vois un, suivez mon regard, enfin, j'en vois deux même, suivez mon regard, Christian McCaffrey. J'en vois un deuxième, Aidan Hutchinson. Ouais. C'est des joueurs qui vont. Alors, ça va voir comment ils vont revenir. Mais un CMC, s'il fait une saison comme il a fait sa première saison, enfin, comme le début de son passage du côté de San Francisco, ça va être compliqué qu'il ne l'ait pas. Si Aidan Hutchinson fait sac sur sac, ça va être compliqué aussi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Oui, tout à fait. C'est difficile on pourrait penser. Non, vas-y, Seb. On pourrait, je suis désolé, je lague un petit peu, c'est peut-être pour ça qu'on s'est marché sur les pieds. On pourrait penser à Dak Prescott aussi, qui a qui a manqué une bonne partie de la saison. Si la saison prochaine il revient et il te balance une saison à plus de 4 milliards et 25 ou 27 touchdowns, pourquoi pas, hein, il va être dans la discussion. On a parlé d'Aidan Hutchinson. On pourrait parler de Chris Godwin, de Brandon Ayuk. Potentiellement, il y en a plein, hein, des potentiels élus. Mais bon, le sujet, c'était Daniel Jones. Donc moi, j'ai parlé de Daniel Jones, hein, du coup. Oui, mais il y a aussi une concurrence, c'est ce que je veux te dire. Bien sûr. Tiens, Tua Tagovailoa, why not ? Tu vois ? Il a manqué 6 matchs sur commotion. S'il fait une saison complète avec une grosse perf, ça peut aussi se défendre. Hein. En fait, le problème sur le Comeback Player of the Year, c'est que avant même le début de la saison, c'est très difficile de se positionner sur qui pourra le recevoir. On aura une vision plus claire certainement au bout de ne serait-ce que 5 à 6 matchs. Mais oui, les noms que tu as cités, Yaya, Seb, que vous avez cités, moi je pense vraiment à McCaffrey en tête. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui pourrait, si tout se remet en route, tout piétiner sur son passage. Donc, à voir. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes sur le poste. Si on parle vraiment de Daniel Jones, il a tout pour faire une super saison, en espérant qu'il soit titulaire pour lui. Maintenant, à voir aussi, et ça peut être, on peut complètement se tromper et voir que, au final, ça ne fit pas. C'est une possibilité aussi. Ok. Pour ESPN Bet, les deux qui tiennent, alors il y en a un certain nombre de classés, mais les deux à égalité qui tiennent la corde pour eux, c'est Dak Prescott et Aidan Hutchinson pour le Comeback Player of the Year. Ok, bon, on va voir. Hein. Donc Daniel Jones, hein, on ne te le donne pas pour l'instant, mais on te le souhaite vivement, parce qu'après tout ce que tu as vécu, les traumatismes que tu as vécu à New York, le nombre de blessures que tu as eues, tu mérites un Comeback Player of the Year. Allez, on enchaîne. Question un peu plus polémique. Le rookie, deuxième choix de la draft, Travis Hunter. Bon, les gars, il faut trancher. Cornerback ou receveur ? Alors là, si tu nous demandes de trancher, ça va être compliqué, parce que je pense que nous ne sommes pas les plus à même de le faire. Attention, chérie, ça va trancher.
Ouais, mais là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, je sais vraiment pas par quelles sont les intentions des Jaguars là-dedans. Je pense vraiment qu'ils attendent d'avoir ses compétences et voir s'il arrive à prendre plus possession de la défense ou plus de l'attaque, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne le vois pas jouer double plateau. Je n'y crois pas. Je trouve que ça serait le griller. C'est trop compliqué. C'est un jeune qui va faire sa première année en NFL. La NFL, c'est un sport hyper dur. Il y a 17 matchs, ok, mais c'est 17 matchs à très forte intensité. La défense le dit, l'attaque le dit. Quand on sort d'un match, on est souvent vraiment marqué. Donc, les chocs sont rudes. Je le vois pas ne pas avoir de temps de repos, même si on va tourner, il va pas faire tous les snaps défensifs, offensifs, mais je le vois pas faire les deux. J'y crois pas. Même d'un match à l'autre, je le vois pas faire un match en attaque, un match en défense. Et dans ce cas-là, je pense que la franchise des Jags va vraiment choisir ce qu'il montre de mieux pendant les camps d'entraînement. Et j'ai l'impression j'ai l'intime conviction qu'on se dirige plutôt vers un poste de défenseur, à voir ce qu'il en est, mais c'est plutôt mon intime conviction d'aller vers un poste de cornerback ou safety, strong safety. Seb. Travis Hunter. A priori, Travis Hunter, il a plus d'expérience au niveau universitaire sur le poste de cornerback. Donc, ce serait un fit naturel que le plus gros de son temps de jeu se déroule là, au moins dans un premier temps. Lors des premiers mini-camps, on l'a beaucoup vu travailler avec l'attaque, semble-t-il. C'est normal aussi, puisque son expérience est plus limitée en tant que receveur. Donc, on veut lui faire assimiler les habitus et les bons réflexes sur ce poste en NFL. Parce que même en tant que receveur, il n'a jamais eu à affronter des defensive backs de calibre NFL, ou du moins très très peu en universitaire. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il fera du double plateau? Non, je n'y crois pas non plus. Le dernier joueur dans l'histoire de la Ligue qui ait fait du double plateau, accrochez-vous les enfants, c'est Chuck Bednarik, et c'est entre les années 1949 et 1962. Non, on parle de double plateau. Je ne te parle pas de Deion Sanders qui jouait de temps en temps receveur. D'accord? Ça, c'est pas du double plateau. C'est un joueur hybride qui peut jouer sur les deux postes, mais Deion Sanders n'a jamais fait de match ou de saison complète sur les deux postes. En revanche, ce que je pense également, c'est que les Jaguars, ils l'ont quand même payé cher, Travis Hunter. Hein. Ils ont trade-up, ils ont lâché 2 first round à Cleveland. Ils vont vouloir maximiser l'investissement à un moment. Et en voulant maximiser l'investissement, que ce soit d'un côté comme de l'autre de la balle, forcément, à un moment, il y aura des erreurs. On le verra. Il y aura des ballons droppés. Il y aura des routes qui ne seront pas courus correctement. Il y aura des couvertures qui seront hasardeuses sur certains alignements. Mais c'est normal que ça arrive. Est-ce qu'il jouera les deux en permanence? Non. Ou est-ce qu'il jouera le plus? Je n'en sais rien. J'aurais tendance à dire en tant que cornerback. Est-ce qu'on le verra sur les deux postes? Ça, en revanche, j'en suis un petit peu plus persuadé. Et il y a un truc qui va être rigolo aussi s'il joue sur les deux postes, ça va être quand il va falloir calculer ses bonus de performance sur le nombre de snaps joués. Je serais curieux de savoir ce qu'ils vont compter, parce que les comptables, ils vont rigoler, je pense, à ce moment-là. Ouais, je vois totalement. Alors, effectivement, moi, je pensais à Deion Sanders. Non. Complètement, tu vois. Un joueur hybride. Non, c'était un joueur hybride, mais il n'a jamais joué double plateau. Ça, faut arrêter d'embellir la légende. Non, Deion, c'était un cornerback qui a demandé à jouer receveur quand il était aux Cowboys et qui a fait un certain nombre d'actions en tant que receveur. Mais c'était pas un starting wide receiver, jamais. Oui, tout à fait. Mais moi, en fait, si tu veux, c'est plus comme ça que je le vois, Travis Hunter. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un cornerback qui va pouvoir faire quelques apparitions sur certains jeux très spécifiques sur le poste de receveur, voire comme Deion Sanders sur les retours en équipe spéciale. Ah oui, très certainement. Ça, ce serait pas idiot non plus. On pourrait le voir au début, peut-être l'aligner sur les premiers downs, tu vois, ou des choses comme ça.
dans un premier temps sur des phases de jeu qui prêtent pas forcément à grosses conséquences. Quand on le verra s'aligner sur des troisième down et longues, on pourra se dire bon, ok, d'accord, c'est une arme à double tranchant. Mais pour le moment, c'est un peu tôt, quoi. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que peut-être un peu plus tard dans sa carrière, quand il sera acclimaté vraiment au jeu NFL, il va falloir voir ce que ça donne. Mais j'ai vu sur Instagram là il y a pas longtemps, et je te l'avais partagé d'ailleurs, Seb, sur Richard Sherman, qui était un receveur ultra coté avant d'arriver à la fac, et qui à la fac se fait le genou. Oui, ça c'est des choses. Jim Kelly, pour ceux qui savent qui c'est, Jim Kelly, c'était un linebacker très très coté avant d'arriver à la fac. Il a fini quarterback Hall of Famer à NFL. Ça, c'est des choses qui, des joueurs qui changent de position entre le lycée et le collège, c'est très courant. Après, au niveau high school, tu trouves plus de ces profils un petit peu hybrides. C'est normal, le niveau étant très hétérogène. Et ça arrive aussi au collège. Hein. Tu as des joueurs qui arrivent quarterback et qui vont se retrouver receveurs ou des running backs qui vont se retrouver linebacker parce qu'on va voir un meilleur potentiel. Parfois, c'est juste parce qu'il faut un 11e sur le terrain. D'autres fois, c'est parce qu'on voit un vrai potentiel. Julian Edelman, je crois, qui était quarterback à l'origine, l'ancien receveur des Patriots. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de receveurs NFL qui étaient quarterback à la fac. Hein. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Donc voilà. Donc, cornerback pour tout le monde, puisque receveur et pas double plateau. Oui, le temps de pas double plateau, sûr et certain. Ouais, double plateau, j'y crois pas du tout. Ok. Allez, ça marche. On a réussi à parler des Jaguars. Dites-moi, on a réussi. On enchaîne avec... Allez, encore une équipe, un peu... Enfin bon, bref. Les Cowboys, on va parler des Cowboys. Wouhou. Sidi Lamb dit Sidi Lagno. Tailgate, un podcast objectif. Sidi Lagno, comme dirait Wake, que l'on salue, va battre le record de réception sur une saison. Vous, est-ce que vous le voyez battre ce record qui est à 149 réceptions? Est-ce que vous le voyez battre ce record? Eh bien, pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Parce que déjà, c'est déjà que c'est un sacré client. Pour le contexte, ce record de 149 réceptions, il est détenu pour le moment par Michael Thomas, établi en 2019. Lamb, en 2024, c'est 100 réceptions avec un quarterback titulaire qui est out 9 matchs. Et c'était sa 3e saison de suite à notre ami Sidi, où il enregistre 100 réceptions ou plus. La saison prochaine, Dak Prescott va être de retour. L'année dernière, en plus, c'était sur 15 matchs. Hein. Et c'était sur 15 matchs. Prescott va revenir. Plus on a l'arrivée de George Pickens sur l'autre aile. Alors ça peut être un petit peu à double tranchant. Ça peut soit enlever de Sidi Lamb de la pression des défenseurs, ça peut aussi lui enlever une charge de travail et on va se retrouver à répartir les réceptions entre les deux joueurs. Mais je suis plutôt partie prenante de la première option, c'est-à-dire que ça va lui donner de l'espace parce que on ne pourra pas être en permanence en double coverage sur Sidi Lamb sous peine de se faire trouer par George Pickens ou du moins de se faire prendre des yards, de perdre beaucoup de yards. Donc je pense qu'il y a un très gros potentiel de ce côté-là et que ça va être une affaire à suivre. En tout cas, je suis certain qu'à nouveau, Sidi Lamb fera une excellente saison. Pour moi, il n'y a pas de raison pour que sa performance baisse. S'il arrive à s'accaparer ce record, ce sera un bel exploit. Ouais, alors prendre le record, ce sera un super exploit, hein, tu l'as dit. C'est quelque chose, celle-là encore, c'est une marque qui est suivie en NFL, qui est vraiment regardée. Il n'en était pas loin déjà en 2023, 135 réceptions. Donc il échoue à seulement 14 unités. Alors c'est à la fois loin, à la fois il y a un monde aussi, hein, c'est à peu près un match d'écart. Un gros match, même.
Voilà, oui. Si je dis pas de bêtises, en plus, les 149 réceptions en 2019, il y avait que 16 matchs, non? Oui. 2019, il n'y a que 16 matchs. Donc, avec ces 17 matchs, on va se rapprocher, on devrait le battre, ce record, ça devrait être une histoire de temps. Maintenant, j'aimerais bien savoir si c'est lui qui va le battre en premier. Parce que très franchement, des duos quarterback-receveur, on en a un paquet dans la ligue. Suivez mon regard du côté des Bengals notamment. Mais ça peut être aussi envisageable qu'il soit battu ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a beaucoup de receveurs qui vont avoir cet objectif quand même dans un coin de la tête. Alors, bon, forcément, les objectifs collectifs et les objectifs de qualification en playoff passeront avant, mais il va y avoir un peu cette course aussi qui va s'établir. Le fait qu'on le nomme ici dans les prévisions un peu d'ESPN, c'est que justement, je pense qu'on y pense et qu'on le sent prêt à ça. Maintenant, voilà, aller chercher les 149 réceptions, ce n'est quand même pas rien, ça fait beaucoup. Il va falloir que tout s'aligne, toutes les planètes s'alignent, et on sait très bien qu'à Dallas, des fois c'est compliqué. Il va falloir jouer avec le soleil de face pour pas avoir le soleil dans les yeux quand on va chercher les réceptions. C'est le principal. Voilà. Attention au match d'octobre-novembre, là, c'est un peu compliqué à Dallas. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ouais, je suis quand même plutôt d'accord avec vous. Oui, il peut le faire, clairement. Mais ça va dépendre beaucoup de la saison de Dallas. Et ça va dépendre d'un homme, c'est la santé de Dak Prescott. Sans Dak Prescott, je ne vois pas comment il peut aller chercher ce record. Et en plus, si la saison, j'ai envie de dire, n'est pas productive, oui, il peut aller la chercher. Donc ça, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça que je pense que ça peut être jouable. C'est-à-dire que s'ils sont bananés pour les playoffs, tu joues le tout pour le tout pour essayer de lui faire gagner si tu vois qu'il est dans la course, oui, tu l'envoies par rapport à ça. Et pour répondre à mes collègues, j'ai dit OK sur un joueur des Cowboys, mais c'était juste pour ça. Et puis, je suis vraiment pas sûr que sur la saison, il soit pas dans la course pour aller gagner la division. On sait très bien que cette division, c'est un coupe-gorge. Ça fait depuis 20 ans que quelqu'un ne l'a pas gagné 2 années d'affilée. On en a parlé la semaine dernière. Ça pourrait être les Cowboys s'ils se remettent à gagner tous leurs matchs à domicile comme ils en avaient l'habitude. Oui, puis les Cowboys, on a l'habitude ces dernières années, c'est souvent une année avec, une année sans. Ils sortent d'une année sans, donc pourquoi pas l'année avec. Quoi qu'il arrive, tu as très bien résumé les choses, Yaya, c'est que ça va beaucoup dépendre de ce duo quarterback-receveur. La santé de son quarterback, dépendra la saison de CeeDee Lamb. La ligne, on peut en parler rapidement, mais j'ai confiance en cette ligne-là, plus que ces dernières saisons. J'en ai confiance, et comme l'a dit Seb, pour moi, l'arrivée d'un deuxième receveur de nom renommé, ça permet plutôt que de refermer, de distribuer les balles. Ça permet surtout d'ouvrir des portes. Des fois, ce sera lui, des fois, ce sera Pickens qui sera ouvert. Mais en tout cas, ça permet d'ouvrir beaucoup plus d'opportunités de jeu à la passe. Ok. Messieurs, on enchaîne sur la dernière bold prediction. Un de nos joueurs préférés, dont ce n'est pas Tim Boyle, mais c'est le joueur le plus gentil de la NFL, Kirk Cousins. D'après donc cette bold prediction, Kirk Cousins sera le quarterback titulaire d'une autre équipe dans la saison. Alors les gars, je vous écoute. J'attends de l'expertise. Ça manque pas de bon sens. On va remettre
un petit peu de contexte là-dedans. Kirk Cousins, la saison dernière à Atlanta, qu'il a payé très cher, hein, c'est un deal à plus de 100 millions de dollars. Les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur des espérances. Il se fait bencher à 3 journées de la fin pour laisser sa place au rookie Michael Penix Jr., qui, semble-t-il, sera le starter l'année prochaine. Donc, Atlanta a un QB à 100 millions sur la touche. Bon, on sait comment ça se déroule une saison NFL. À un moment, il y a une équipe qui aura essoré 4, 5, 6 quarterbacks avant la 8e journée et qui va avoir besoin de quelqu'un. Donc, on va aller piocher dans les joueurs qui sont tradables, dans ceux qui sont en fin de contrat, dans ceux qui n'ont pas signé de contrat et qui sont encore free agent à ce moment-là. Et une hypothèse Kirk Cousins, pourquoi pas, mais il y a le prix sur l'étiquette quand même qui est très très élevé. On parle de, je crois, de 100 millions garantis de mémoire sur son contrat. Quel club va vouloir mettre ce prix-là sur un quarterback qui est vieillissant, qui revient, enfin qui a été blessé gravement il y a 2 saisons de ça, une rupture de tendon d'Achille, qui est revenu vraisemblablement pas au meilleur de ses capacités et qui a fini par se faire bencher. Il y a une possibilité, il y a aussi un gros risque pour le club qui va faire ça. Après, il y en a qui sont... j'avais dit, on va pas parler d'eux, mais Cleveland a bien balancé 300 millions dans Deshaun Jackson, donc ma foi, pourquoi pas 100 millions dans Kirk Cousins. Voilà, moi, il y a le point bloquant. En fait, le point semble bloquant pour tout le monde. Tu as un club, Atlanta, qui a 100 millions de dollars sur le banc, et je pense quand même que ça doit faire fumer le président et les comptables. Et puis, pour le club qui voudrait se l'accaparer, va falloir... Enfin, je doute qu'Atlanta veuille continuer à le payer pour qu'il joue pour quelqu'un d'autre. Donc, la situation est complexe. Je pense que c'est pas impossible qu'il soit starter pour un autre club, mais la situation est quand même complexe. Ouais, après, la comparaison qui me vient directement à l'esprit, c'est l'année dernière, Daniel Jones. Daniel Jones, quand il se fait bencher, on n'imagine pas qu'il va se faire couper et qu'il va atterrir chez les Vikings. Alors, c'est pas pour être titulaire, mais il avait un gros contrat et New York s'est assis sur son contrat. Donc, on pourrait imaginer cela avec une restructuration à la coupe du contrat de Kirk Cousins pour l'étaler un peu plus dans le temps ou pour en tout cas le permettre à Atlanta de le couper et d'avoir quand même des capitaux pour engager autre chose. Mais c'est vrai, tu as parfaitement raison, le contrat de Kirk Cousins est le gros point noir de Atlanta cette saison. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est même un des points noirs pour Kirk Cousins, à part forcément sa fortune, puisqu'il prend beaucoup plus. Mais pour sa carrière, c'est très compliqué. Comment aller jouer ailleurs ? Quelle équipe va vouloir de lui, vu la saison dernière qu'il a faite ? Pourtant, de manière générale, il a de très bonnes stats depuis qu'il arrive à NFL. Il est à 66,9% de passes complétées. C'est exactement sa statistique de l'année dernière d'ailleurs. À peu près, il est à 4400 yards sur 17 matchs de moyenne dans une saison. C'est vraiment pas mauvais du tout. Mais attention, c'est vrai que il pourrait faire du bien à beaucoup d'équipes. On en est quasi tous convaincus. Pour autant, son contrat est très très dur et ça semble compliqué de le voir débarquer ailleurs. Tu as parlé des Browns, il y a beaucoup d'équipes comme ça. On a parlé tout à l'heure du cas de Daniel Jones. Imaginons que Daniel Jones, ça se passe mal, que Richardson, ça se passe mal. L'école aurait peut-être besoin aussi d'un autre joueur, on n'en sait rien, ou de quelqu'un pour les cadrer. Je vais quand même revenir sur 2-3 choses. J'ai regardé l'année prochaine, Kurko, c'est 45 millions. Et non, c'est 40 millions, pardon. Et après, s'ils le coupent, parce il y a une opportunité de couper mais par contre, tu as de la dead money, tu as 45 millions tous les ans pendant plusieurs années. En fait, tu te ruines le cap dans tous les cas. Donc, moi, par rapport à ça, je vois pas qui va vouloir alourdir son cap
pour un joueur de location qui va pas te. C'est un très grand professionnel. Ça, c'est une certitude. Partout où il est passé, il a été apprécié. Tout ça. Mais il est gentil. C'est pas le gars qui va te faire gagner, qui va pendant 6 mois, ou qui va te mettre la franchise sur les rails pour aller gagner le titre. Tu vois, c'est un gars il va très bien tenir, il va faire tout très bien, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est le mec tu vois, on est en plein pendant le bac, c'est le mec qui fait une bonne dissertation, mais qui ne fait pas vibrer. Tu vois, il n'y a pas le truc pour faire gagner. Donc, voilà, tu l'as dit, c'est un très bon professionnel, mais effectivement, on dirait qu'il n'a pas le truc pour faire passer l'étape à une équipe, alors que c'est ce qu'on attend de lui. C'est pour ça qu'il était arrivé à Atlanta. Souviens-toi, il y a 2 saisons, on disait Atlanta, c'est peut-être une équipe qui a un quarterback, tu vois, de remporter sa division et de retourner en playoff. Il semblait l'avoir trouvé, et puis il y avait déjà des personnes dans l'équipe, alors dans notre équipe, mais pas seulement, mais aussi parmi les observateurs du football, qui disaient non, Cousins, très bon pro, mais c'est pas le quarterback qu'il faut pour faire passer la marche à une équipe et passer d'équipe de milieu de tableau à playoffable et playoffable indiscutable. C'est pas lui. Et il y a peu de chances pour qu'il le devienne maintenant, à ce moment de sa carrière. Et surtout qu'il a été signé en se relevant d'une des plus graves blessures du sportif professionnel, le tendon d'Achille. Voilà, aujourd'hui, les croisés, on arrive à en revenir parce que mais le tendon d'Achille, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu vois, moi, c'est un move que j'ai pas compris à l'époque. En fait, qu'il aille à Atlanta, c'est pas déconnant. Tu vois, sa femme est de là-bas, il y va. Il n'y a pas de souci. En revanche, c'est le tarif. Il se bloque par rapport à ça. Et on savait qu'il voulait y aller. Donc, tu vois, j'ai envie un bon agent, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, non mais alors là, par contre, l'agent, c'est Harlis, hein, pour ceux qu'on connu dans les années 2000, cette série. C'est vraiment le truc qui fait que c'est plutôt bien. Et du coup, ça bloque Atlanta. Atlanta, faut quand même voir qu'ils ont des armes offensives et ils sont en train de complètement passer à côté. Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson. Après, attention, leurs armes offensives, t'en as beaucoup qui évoluent encore dans leur contrat rookie. Pareil, Penix, il va pas leur coûter cher, au moins sur les 2-3 années qui viennent. Mais effectivement, je pense que je pense que les Falcons ne s'attendaient pas à se retrouver dans ce type de situation. Oui. Non, mais c'est très falconien comme situation. C'est-à-dire que tu as toutes les armes et puis il manque un truc. Tu vois moi, ça me... C'est le grain de sable qui grille la belle entreprise, quoi. Ça arrive, mais je pense que tu attendais avec ce joueur-là qu'il leur fasse pas passer le step. Pourquoi pas, ça peut même si c'est cher payé pour un joueur qui te fera pas passer le step. Mais par contre, qu'il finisse sur le banc, déjà que la performance soit médiocre, que les résultats avec lui soient médiocres, c'était déjà une surprise. Mais qu'en plus, il finisse sur le banc, je pense que là, il ne s'attendait pas à ce que ce soit ça. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que Penix Jr. soit déjà titulaire, à un moment, dans l'année 1, du moins pas sous ces circonstances-là. Ouais, après je pense qu'il va pouvoir le driver, il va pouvoir lui montrer beaucoup de choses, c'est sûr. Mais oui, c'est pas avec un contrat à 100 millions que tu vas driver des jeunes, en fait. Tu peux le faire, hein, mais la franchise en pâtit énormément. Donc oui, c'est compliqué. Et est-ce que ça serait pas de l'intérêt d'Atlanta de trouver une porte de sortie là-dedans, clairement? Oui, mais c'est toujours pareil. Il y aura toujours de la dead money. Non, s'ils trouvent une porte de sortie par un trade ou quoi que ce soit, ils peuvent s'en sortir. Mais là, c'est espéré sur un cas désespéré, quoi. Ouais, voilà, faut que tu aies une franchise qui ait beaucoup d'argent à dépenser et qui ait besoin d'un quarterback, quoi. Et qui veuille reprendre le contrat. Oui, surtout, en fait, c'est le dead cap derrière, parce que ta porte de sortie, elle est à la fin de la saison.
À la fin de la saison, c'est un contrat de 2 plus 2. Donc ça veut dire qu'à la fin de la saison, tu peux partir bons amis. Mais tu gardes de la dead money. Et c'est ça, en fait, le problème par rapport à ça. Donc, du coup, ça devient quasiment intradable pour cette année. Et je vois pas, en plus, où il pourrait aller pour relancer. Après, il peut y avoir des blessures, bien entendu. Mais ce serait vraiment un gros panic move, quand même. Ah, ça serait un gros panic move. Ou alors, il te faut un club qui est dans une situation désespérée avant la trade deadline. Et quand je dis désespéré, c'est désespéré. Et qui a de l'argent. Là, comme ça, il y a une franchise qui est capable de faire un panic move désespéré, c'est les Cardinals. Tu vois, si Kyler Murray se blesse, même si je le vois pas là-bas, hein, mais Oui. je vois pas du tout. Non, je le vois pas là-bas non plus. Mais oui, ouais, ça peut s'entendre. D'autant que Kyler Murray, je pense que, alors je digresse, mais je pense que cette saison, si ça se met pas à fonctionner comme ça devrait fonctionner, son avenir va peut-être s'écrire ailleurs qu'en Arizona à un moment. Oui, complètement. Lui, c'est une saison tout bordel. Mais bon, c'est pas le. Oui, voilà, c'est une saison importante pour lui, mais bon, c'est pas le sujet. Toujours est-il que Atlanta est dans une situation compliquée sur le plan, alors certes sportif avec Kirko, mais également comptable, et que s'il devait être titulaire quelque part, faudrait un alignement de planètes très particulier. Exactement. Allez, on en a fini avec les bold predictions. On a fait le tour. On va juste revenir sur un fait d'actualité. On a appris cette semaine qu'un trade avait été fait entre Miami et les Pittsburgh Steelers. Et après, on reparlera des Steelers juste après pour avoir votre avis. Vous n'étiez pas au courant. Mais le trade entre Jalen Ramsey, qui part déjà des Dolphins, pour aller à Pittsburgh. Et dans le sens contraire, c'est Minkah Fitzpatrick qui revient, lui, du côté de Miami, puisqu'il avait été tradé il y a quelques années. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces moves? Alors, il y a eu des compensations un peu à côté pour équilibrer, mais comment vous voyez ce move? Du côté de Jalen Ramsey, on savait que il semblait sur le départ depuis plusieurs semaines, mais la situation semblait un petit peu au point mort ces derniers temps. On n'entendait plus trop parler, et d'un coup, ça se débloque. Il part dans le 4e club de sa carrière après Jacksonville, les Rams, et donc Miami. Et en plus, il va partir plus riche, puisqu'il va toucher 26,6 millions de dollars la saison prochaine. C'est plus 1,5 million de dollars à la charge de Pittsburgh. Donc, Pittsburgh renforce son backfield défensif, qui était pas très bien classé la saison dernière. Je crois qu'ils étaient 25e de la ligue, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Mais c'est vrai qu'ils perdent, entre guillemets, Minkah Fitzpatrick. Alors lui qui devient un renfort super intéressant pour Miami, parce que Fitzpatrick n'a pas l'air de lever le pied. 96 plaquages en 2024. Il vieillit comme le bon vin, et il arrive dans un autre contexte, parce que la défense contre la passe de Miami était dans le top 10 en revanche l'année dernière. Donc on va voir si ça va créer un équilibre ou un déséquilibre des forces, mais c'est dans les deux cas, je pense que c'est un bon fit pour les deux clubs et pour les deux joueurs. Je suis tout de même curieux du résultat final pour chacun des clubs. Ouais. Toi, Vince? Oui, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que l'idée est bonne. Maintenant, j'attends de voir l'assemblage de tous les éléments. Je me demande si ça ouvre pas quand même un petit trou au poste, donc avec le départ de Ramsey des Dolphins. Ouais, il va falloir quand même essayer de retrouver un petit peu d'équilibre dans cette équipe. Par contre, au niveau des Steelers, moi j'aime bien leur construction. Par contre, alors j'aime bien leur construction, mais ça trade beaucoup. On a vraiment l'impression qu'il y a un effet win maintenant. Alors, bon, là, pour la dernière de Rodgers, on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça trade énormément du côté des Steelers. Dans l'histoire, j'ai pas souvenir d'une équipe qui est tradée
énormément et qui est beaucoup, qui a beaucoup marché dès sa première année. Donc, Les Rams, justement avec Ramsey. il y a eu les Rams, oui, il y a eu les Rams. Bah, il y a eu l'époque où Brady est arrivé aux Buccaneers aussi, hein, où ça a pas mal marché dès le départ, mais ils ont récupéré un peu la troupe, quoi. Donc ils se connaissaient déjà tous. Là, ça vient de tous les horizons. Voilà, à voir. Je suis très curieux et on sera très attentif à l'évolution de cette équipe-là. On l'a dit de toute façon, hein, déjà Aaron Rodgers avait focalisé un peu les yeux sur cette équipe-là, avec Tomlinson qui est... Mike Tomlin. Tomlinson, c'est autre chose. Tomlin qui n'a pas envie d'avoir une saison en négatif, donc... ça va être une franchise qui va être vraiment scrutée tout au long de la saison, qu'il va falloir suivre et que l'on va suivre forcément parce que c'est une grande équipe depuis pas mal d'années. Moi, il y a juste une chose, c'est que du côté on n'en a pas parlé, mais du côté de Miami, l'ensemble du backfield va changer. En fait, il n'y a aucun titulaire de l'année dernière qui sera là. Donc, je comprends pas trop ce move en fait. Ben, c'est ce que je te dis, Ramsey, ça crée un gros vide. Hein. Ouais. Alors après, il a baissé le pied. Hein. C'est plus le Jalen Ramsey d'avant, tu vois. Mais à voir. Je pense que le gagnant du... Enfin, j'arrive pas à savoir qui est le gagnant du trade. Tu vois, je pense que ça va être très équilibré et choses comme ça. Il y a des tours de draft dans le trade, je crois pas. Hein. Non. Je n'avais pas vu. Hein. Peut-être des sixièmes, des trucs comme ça. Il n'y a pas un chose comme ça. Je l'avais pas. Je l'ai pas noté. Il me semblait avoir vu ça. Bon, je m'avance pas plus que ça parce que je. Là, je l'ai plus. Je croyais l'avoir noté aussi, mais je l'ai pas. Enfin, il y a je crois que c'est des vieux, enfin des tours de draft très très loin. Justement, quand on parlait des Steelers, on a appris dans la soirée, donc on enregistre mercredi, que TJ Watt, il veut être le joueur le mieux payé hors quarterback. Il veut plus de 40 millions la saison. Vous, les gars, comment vous voyez ça, sachant qu'il a fait plutôt la tête cette saison, enfin cette intersaison? Ça veut dire je veux me casser. Ça veut dire je veux me casser. Ça veut dire je veux partir. Tu penses que c'est ça? Ça veut dire je veux partir. Ah ouais. Là, c'est payez-moi ou je pars, quoi. Et je vais pas dire que je pars tout de suite, mais ça commence à ressembler à une guerre de position. Ce que je comprends, parce que TJ Watt, ça fait déjà quelques années qu'il... On parle de l'excellence de la défense de Pittsburgh, mais il la tient quand même largement sur ses épaules. Et je pense qu'il a envie d'être reconnu pour le joueur d'élite qu'il est, et dans ce milieu-là, la reconnaissance, elle passe par l'argent, hein, pas par les récompenses, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ou alors, voilà, son message, c'est je veux partir, et je veux partir pour un club qui non seulement sera prêt à me payer, mais qui également peut m'offrir la possibilité de gagner ou de voir à quoi ressemble un match de play-off. Ce qu'il n'a pas trop eu l'occasion d'avoir à Pittsburgh, il faut bien le reconnaître. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans l'ambiance entre le club et le joueur qui est en train de se détériorer. Oui, l'annonce n'est pas anodine. Quand on dit un truc comme ça, c'est pas anodin. D'autres personnes disent, pour être augmentés, qu'ils veulent aller gagner qui veulent aller jouer sous le soleil alors que leur club joue dans le nord des États-Unis et donc se font augmenter à mort pour jouer dans cette équipe-là sous la pluie. Lui, il dit l'inverse, c'est-à-dire qu'il dit je veux être payé. Ben oui, mais ça veut aussi vouloir dire donnez-moi l'argent ou je m'en vais. Donc voilà, on a parlé des trades. Les trades, ça arrive. Les Steelers, ils sont hyper concernés. Les Steelers ont fait un communiqué aussi cette semaine déjà en anticipé en disant que ils voulaient que TJ Watt finisse sa carrière dans cette franchise. Donc ils sentaient certainement venir un peu la chose.
Vu comment on commence à parler là, ça semble mal parti pour que leurs souhaits deviennent réalité. Surtout que c'est un joueur de 30 ans. Parce que 40 millions, je veux bien, mais sur combien de temps? Parce que on parlait de Kurko, mais c'est un peu... tu te mets un boulet, tu hypothèques ton futur, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, n'importe quel poste dans ce cas-là. Et moi, j'ai une question à vous poser, du coup. Imaginons, il re-signe TJ Watt. Est-ce que cette année, Pittsburgh est un top contender? C'est-à-dire que, les gars, moi, je vous dis, voilà, il re-signe TJ Watt. Et avec TJ Watt, let's go Super Bowl. C'est une équipe ready pour aller gagner le Super Bowl. Non, s'il devait être des contenders, il faudra qu'ils se battent. Il faudra qu'ils se bagarrent très dur pour avoir droit à cette qualification. Moi, même avec TJ Watt, je les vois pas comme des contenders automatiques. La division est dure. La division est la division est dure. J'ai beaucoup de. Je suis assez circonspect sur l'attaque. Et puis on également. Le dit, ça trade énormément. Et puis c'est Aaron Rodgers aux manettes. On est sûr de rien là, avec cette attaque. Donc défensivement, s'ils ont TJ Watt, oui, ça tiendra la route. Et n'en doutons pas. J'ai aucun problème là-dessus. Mais offensivement, va falloir trouver des choses. J'ai un peu l'impression que c'est l'embouteillage en défense, mais qu'offensivement, c'est clairsemé, dirons-nous. Ouais, donc voilà. on est d'accord que même sur 2 ans, ça va être compliqué. Si tu le re-signes sur, par exemple, 2 ans, 80 millions de 2 ans, en fait, ça sert à quoi, en fait, à son âge, à son moment de sa carrière, il ne va pas chercher un accord sur 2 ans, il va chercher un accord sur 4, au moins. Il va vouloir s'assurer d'avoir un contrat long. Si tu veux t'assurer en plus qu'il finisse sa carrière, avec des portes de sortie, tu vois ce que je veux dire. Oui, avec des portes de sortie, bien sûr. Pas 4 ans garantis, ils le sont jamais. Mais si en plus le club veut s'assurer qu'il finisse sa carrière en tant que Steeler, tu peux pas lui proposer 2 ans. Donc moi je vois pas ce club comme un contender qui puisse jouer un rôle dans la course au playoff. Oui, sans aucun doute, parce que ça reste Pittsburgh malgré tout, avec leur mentalité dur au mal et Mike Tomlin aux manettes. Contender, là, non, c'est pour moi, c'est dans la division. De toute façon, on sait que le seul vrai contender, c'est Baltimore. Ouais. Le seul vrai contender, c'est Baltimore, et ça va être compliqué d'aller leur disputer la place, soyons honnêtes. Ouais. Après, voilà, dans le trade, il ne faut pas non plus oublier la perte de Fitzpatrick. C'est quand même quelque chose qu'il va vite falloir remplacer et vite falloir. Si le trade, c'est peut-être parce qu'ils l'ont trouvé, peut-être. Oui, mais certainement. J'adore voir, mais encore une fois, Fitzpatrick, il a fait quand même des très bonnes choses les dernières années, et c'était un des joueurs phares de cette défense. Moi, je me souviens, c'était il y a 2-3 ans, premier match de la saison, face à Cincinnati, où il fait un DPI très, très sévère. Et du coup, il y a touchdown derrière et ils sont menés d'1 point. Et pour égaliser les Bengals, il va contrer le PAT, la transformation. Enfin, moi, ce gars, Fitzpatrick, j'ai toujours été méga fan. Enfin bon. Messieurs, c'est ici, on a tenu à peu près 1 heure, on a tenu le timing sur les ball predictions et sur les stories autour des trades, notamment des Steelers. C'est ainsi qu'on s'achève. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Les prochains rendez-vous, vous avez l'habitude. C'est la NBA qui va revenir dès le début de semaine prochaine. Également la MLB, je vous l'ai expliqué en début de semaine, et le podcast ELF, le live ELF ce lundi. Messieurs, merci. Seb, merci. Vince,
Merci pour votre expertise à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine avec Flav, qui sera de retour normalement. D'ici là, on vous souhaite à tous une bonne journée si vous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée, et à très vite sur les antennes de TPO. Allez, ciao! Ciao, ciao!